passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. J'accueille pour cette dernière partie de matinale Boris Charmatz. Bonjour Boris Charmatz. Vous êtes danseur et chorégraphe et vous êtes cette année l'artiste complice du festival. Quelle joie de vous revoir à l'affiche du Festival d'Avignon après plus de 10 ans d'absence, Boris Charmatz. Bonjour, pardon. Ce rôle d'artiste complice est un rôle particulier, mais un rôle similaire à un autre que vous avez occupé aussi au Festival d'Avignon en 2011, je crois, en étant artiste associé. Une année qui avait marqué les esprits, notamment avec votre pièce Enfant, présentée dans la cour d'honneur. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir après plus de 10 ans d'absence et de prendre cette place particulière, spéciale, un peu dans cette édition? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, artiste complice? Comment se construit ce rôle? Bon, c'est vrai que c'était un moment très important professionnellement et pour ma vie et pour les spectacles qu'on a pu faire en 2011. Ça a vraiment transformé beaucoup de choses en moi, mais aussi toutes les équipes qui ont participé au spectacle en 2011. J'ai eu aussi la chance en 2013 de danser à la cour avec Anne-Theresa de Kersmacher et Amandine Bayer. Donc c'est vrai que j'ai des souvenirs très forts. Et ça fait longtemps que je n'étais pas venu, je suis ravi d'être là. Il y a eu la complicité, c'est pas juste un mot comme ça pour pas nommer artiste associé. Je pense que c'est vraiment lié à cette direction-là du festival, de Thiago Rodriguez, de toute l'équipe de direction, Magda Bizarro, Géraldine Chailloux, Pierre Gendrenogle. Et la complicité, elle est née vraiment du fait que Thiago déménageait à Avignon pendant que, en tant que Portugais quelque part, Portugais invité à une grande place en France, et moi déménageant à Wuppertal, c'est la première complicité en fait. C'est pas un exil, mais c'est quand même un déplacement. C'est aussi un déplacement vers des institutions, le festival, le Temps Théâtre de Wuppertal, qui sont des institutions très vivantes, mais qui sont aussi des institutions chargées d'histoire, chargées de légendes, d'icônes, Angelica Dia, de fantômes aussi. Et cette complicité, elle naît là d'une intrication entre le passé, le présent et le futur, et le fait qu'on est là pour créer, on est là pour inventer, on est là pour improviser, on est là pour s'adapter aux circonstances présentes et peut-être dessiner des chemins d'espoir dans des récits de fin du monde qui nous angoissent tous. Du coup, ça s'est pas du tout imaginé comme en 2011, parce que c'était une invitation extrêmement généreuse cette année d'inviter le Temps Théâtre Wuppertal et l'association Terrain, et moi, et Pina d'une certaine manière, à un moment qui est un moment de transformation, parce que c'est ma première année de programmation, de coopération entre l'association Terrain, qui est dans les Hauts-de-France, et le Temps Théâtre Wuppertal, qui est en Rhénanie du Nord, Westphalie. C'est le tout début. Et la compagnie Wuppertal, elle a 51 ans. Moi, j'ai aussi 51 ans. Une année, c'est presque rien dans l'histoire du Temps Théâtre. Et d'être à Avignon cette première année, c'est très, très émouvant pour nous tous. Pour vous, je ne sais pas. Mais voilà. Justement, vous le disiez, votre retour au festival coïncide de manière réjouissante avec la première saison que vous signez en tant que directeur artistique de Temps Théâtre Wuppertal, la compagnie mythique de Pina. Et pour le festival, vous présentez 3 projets. Cercle et Liberté Cathédrale au Stade de la Bagatelle, et Forever, qui se veut une immersion dans la pièce iconique de Pina Bausch qu'a fait Miller, qui sera, elle, présentée à la Fabrica un peu plus tard dans le festival et dont nous aurons l'occasion d'en parler dans une autre matinale. Mais parlons d'abord, si vous voulez, de ce que vous êtes en train de travailler depuis hier au Stade de la Bagatelle, qui a démarré donc un projet spécial, un atelier XXL à ciel ouvert qui rassemble 200 danseurs et danseuses, un projet qui n'est visible que pendant 3 jours, le 29, 30 juin et donc demain la dernière de 18h à 21h. Pourquoi avoir eu l'envie d'ouvrir le festival avec un projet encore en cours de recherche et de le partager comme ça avec le public d'Avignon? On voulait, en ce jour des élections, avoir un projet qui rassemble. Donc on a imaginé ce projet avec 200 danseurs. Non, je blague et je ne blague pas en même temps.
vous avez l'air très réveillé, tout le monde est très réveillé. Moi j'ai voté par internet, il y a un moment, donc mais quand même c'est le jour où on doit être réveillé aujourd'hui. Absolument. Je sais. Ou donner des procurations si on peut pas. On va quand même danser en cercle à 200 personnes ce jour, au moment même des résultats. Je ne sais même pas comment on peut danser pendant les annonces de résultats. C'est quelque chose de très expérimental dans le contexte. Mais quand on a commencé à imaginer qu'est-ce que seraient les projets du festival, celui-ci est né et je disais oui, mais je ferais bien un vrai atelier qui serait même pas une présentation d'un résultat d'atelier, mais vraiment un atelier en travail avec un maximum de gens, avec à la fois des grands professionnels, donc des danseurs de l'association Terrain, du Tanztheater Wuppertal, des étudiants qui sont des semi-pros ou des futurs grands pros, et puis des amateurs. Et dans ces amateurs, il y a des grands professionnels parce qu'il y a des acteurs, il y a des actrices, il y a des karatékas, il y a une policière d'Avignon. Il y a même Laura Adler. Il y a même Laura Adler, il paraît. Je glisse ça comme ça. Et de se dire, et avec la direction, on disait mais est-ce qu'on fait, on ferait quand même mieux. On est à Avignon, on ferait mieux de faire une performance. On prépare, on performe pour l'ouverture. Et on a vraiment été d'accord pour se dire non, en fait, on présente un travail. On travaille. Le Festival d'Avignon n'est pas qu'un endroit magnifique de grands spectacles. C'est aussi un lieu de travail, de recherche, où on essaye on cherche ses mots, là on cherche ses gestes, on cherche une forme collective et d'être à ce niveau-là en fait. C'est un niveau terre à terre. Le stade de Bagatelle, c'est un nom, on dirait le Stade de France, mais le stade de Bagatelle, c'est un terrain de football amateur. Et le Festival d'Avignon, il peut être aussi à cet endroit-là, il est à cet endroit-là. Et d'ailleurs, c'est l'endroit où il y avait des matchs de foot. Il y a eu un match de foot entre Jean Villard, Gérard Philippe et les amateurs footballeurs d'Avignon. Il y a des connaisseurs. Donc, vous n'y étiez pas, oui, quand même. Et c'est très émouvant de se dire, c'est un lieu, le gradin en béton, il est classé parce que Jean Villard s'y est assis. Oui. Et au fond, c'est un terrain de foot. Il n'est pas à l'abandon du tout, mais... Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'endroit où je voulais être pour commencer, et c'est l'endroit parfait pour travailler ensemble et présenter. C'est un peu une prospective pour une pièce future en fait. C'est comment on pourrait se mettre ensemble, comment est-ce qu'on travaille une forme qui est très archaïque aussi, le cercle, qui à la fois, elle nous met ensemble, mais elle peut être aussi très fermée. Même si on est 200, ça peut aussi exclure d'autres. Donc je trouve que c'est une bonne forme pour se questionner aujourd'hui sur comment on fait de l'art tous ensemble. Alors justement, vous en parliez de la forme. Le cercle appelle à la rande, qui est d'ailleurs le titre d'une autre de vos pièces créée à partir du texte d'Arthur Schnitzler. Mais dans cette nouvelle recherche, vous souhaitez réactiver la forme du cercle pour lui donner de nouvelles dimensions, de nouvelles possibilités d'activation. Hier, à la première, vous nous avez dit à nous, public, que vous êtes parti de la pièce d'Isadora Duncan, Études révolutionnaires comme matériau de départ. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de cette pièce créée en 1921 ? Je crois que c'est 1922. À une année mais elle a quand près. même 102 ans. C'est une danse très courte qui s'appelle Études révolutionnaires. Au départ, j'ai travaillé un peu à Wuppertal avec des amateurs aussi, on préparait. Et j'avais envie qu'il y ait un lien fort entre Wuppertal et ce projet. Donc, c'était pas lié aux élections au départ. J'adore cette danse, c'est Elisabeth Schwartz qui me l'a transmise. C'est une danse très courte que Isadora a créée à Moscou. Elle a rejoint la Révolution, elle a fondé une école de danse. Tout est allé de travers. Elle a dû quitter la Révolution. L'école a fermé, mais elle avait quand même cet idéal de rejoindre une société en transformation, de rejoindre les travailleurs. Et Wuppertal, c'est une ville de travailleurs. C'est la ville de Engels. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, même si cette danse n'est pas du tout une danse en cercle. En l'occurrence, Études révolutionnaires, c'est une danse d'aller-retour très frontale. Mais c'est un solo, donc c'est pas une danse de groupe, mais c'est un solo où le travailleur est exploité, le travailleur a des gestes machiniques, c'est le travail à la chaîne, mais c'est aussi le travailleur qui se libère parce qu'ils se mettent tous ensemble. Donc dans sa chorégraphie, elle appelle les autres. C'est un solo qui est complètement habité de la foule. Donc je me suis dit que c'était intéressant de le travailler à 200. Avec des gens de culture, de corps, d'éducation, d'âge très différents.
et de le faire en cercle, même si c'est pas une danse en cercle au départ, et c'est un peu le point de départ du travail. Donc on a commencé avec ce gros groupe, c'est une sorte de compagnie de danse du Festival d'Avignon, XXL. On a commencé par apprendre études révolutionnaires, et puis ensuite on leur a donné beaucoup de matériaux. Il y en a qui sont là, je ne sais pas comment ils peuvent être debout Bravo d'être là. Et être là pour m'écouter, parce qu'on les a, je ne sais pas comment dire, gavés de mouvements, de danse. On est vraiment une compagnie professionnelle, on a travaillé comme des fous. Et études révolutionnaires, c'est pas facile à faire, mais ils le font magnifiquement bien, et je trouve que c'est la plus belle version que j'ai jamais vue de cette danse, même si c'est une version brutale, peut-être un peu saccagée si on est un spécialiste d'Isadora, mais je crois que c'est vraiment magnifique de vous voir faire ça. Alors je vais aller vite parce qu'on a envie de vous poser plein de questions, mais dans ce même stade, à partir du 5 et jusqu'au 9 juillet, vous présentez aussi Liberté Cathédrale, le deuxième projet, la première pièce que vous signez depuis votre prise de direction en 2022 de la compagnie de Pina, créée dans une église brutaliste de Neuvy, je crois, Mariendom. Névigus. Désolée. Vous l'avez déjà reprise dans un théâtre, dans une ancienne usine, dans un opéra, et vous vous apprêtez donc à la jouer dans le stade de l'île de la Barthelasse. Avant de parler un peu de cette pièce, parlons déjà de l'expérience des lieux qui l'accueillent. Comment une pièce résiste, vit ou compose avec les lieux, bien qu'elle soit initialement créée dans une église comme... C'est vrai que dans mon travail, j'ai toujours aimé déplacer les pièces. Le tout premier duo que j'avais fait, qui s'appelle À bras le corps, on l'a créé dans un salon, mais c'était pas un salon, c'était un lieu de poésie, d'espace critique, la Villa Gilet à Lyon, et puis avec Dimitri Chamblas. Voilà, c'était un carré de chaises, et puis on l'a fait dans un couvent Le Corbusier à l'Arbrel, on l'a fait dans des gymnases, on l'a fait sur des scènes, on l'a fait dans l'herbe, et en déplaçant cette pièce, on a beaucoup plus compris ce qu'était cette pièce, on a compris ce qu'était comment les gestes se teintaient de significations différentes, et j'adore ce déplacement des pièces. Et c'est vrai qu'on a créé cette pièce dans une église brutaliste, magnifique, le Mariendom, juste à côté de Wuppertal. Mais dès le départ du projet, j'ai eu envie que cette pièce créée en église, avec des orgues d'église, avec des cloches, les cloches de l'église, mais aussi des cloches de toute l'Europe, comment on allait pouvoir la faire ailleurs. C'est une église sans église. Et dès le début, je ne savais pas qu'on pourrait la danser à Avignon, mais j'avais envie qu'elle puisse prendre place dans des terrains très différents. Et ici, avec Thiago et l'équipe de direction, on s'est dit, si le cercle, c'est un projet de prospective, c'est le futur en fait, c'est une future pièce. Qu'est-ce que ça pourrait être ? On s'est dit, mais notre présent, c'est ça, c'est cette pièce-là, c'est la première pièce qu'on crée ensemble. Elle va pas être saccagée, mais j'ai un projet qui s'appelle Danse gâchée dans l'herbe. Voilà, qu'est-ce qui reste de l'église, de ce rituel architectural très fort ? Qu'est-ce qui reste quand on se met sur un terrain de foot ? Et je crois qu'il reste beaucoup, et que c'est l'église qui est dans notre tête, et c'est une église, j'espère, ouverte. C'est une église qui accueille. C'est une église. C'est pas l'église de la fermeture. C'est pas l'église du catholicisme. C'est une église d'ouverture, de perméabilité des corps. Vous avez réuni 26 danseurs et danseuses, encore une fois dans un grand casting qui mélange les deux équipes de terrain et Danse Wuppertal. En 5 parties, vous avez intitulé Opus Volet Silence pour qui sonne le glas et touché, compose la partition de cette Liberté Cathédrale. Qu'est-ce que veut dire ce titre énigmatique ? Est-ce qu'il a présidé à la création ? C'était un titre provisoire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Au départ, on m'a dit c'est un peu trop lourd quand même, Liberté Cathédrale, tu pourrais pas... Et au fond, c'est un titre qui s'est imposé. Et on me posait aussi beaucoup la question, est-ce que c'est la cathédrale qui est en liberté ? Est-ce que c'est la liberté qui est immense ? Parce qu'elle est cathédrale. Et au fond, on ne sait pas, il y a ces deux textes, c'est un oxymore aussi peut-être. Et j'ai pas de réponse, mais ça s'est imposé à la pièce, et c'est resté comme ça, avec cette tension bien sûr de qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire dans une église. Qu'est-ce qu'on fait avec les scandales pédophiles, qu'est-ce que ça nous fait physiquement, quel est le besoin de liberté, c'est aussi un besoin qu'on a à Wuppertal. La compagnie a créé des chefs-d'œuvre incroyables qui ont été présentés à Avignon, qui ont fait l'histoire d'Avignon, qui ont fait l'histoire de la compagnie. C'est Café Müller avec le Sacre à la cour d'honneur, c'est Nelken à la cour d'honneur. On a besoin néanmoins de dessiner des fenêtres, des portes, d'avoir des courants d'air, sinon la compagnie ça va être une compagnie de cire.
Ça va être une compagnie Madame Tussaud, hein, Grévin. Donc comment est-ce qu'on se met en mouvement? Comment est-ce qu'on met des courants d'air? La première pièce, on a fait une sorte de rituel en se disant on sort de l'opéra, on sort des théâtres, on va dans une église et on assume une part comme ça, un peu rituelle. C'est pas un sacrifice, c'est pas une pièce d'Angelica Ligdel ce qu'on fait, mais il y avait quand même une part un peu symbolique de se dire que la première pièce qu'on faisait à Wuppertal, c'était dans une église. Et là, on la déplace et on fait une version très particulière pour Avignon et je suis ravi de ça. Vous terminez votre pièce avec une ronde et en conviant le public de ne plus être une île isolée, mais faire partie d'un tout, d'un continent qui serait l'humanité dans son interdépendance. Vous retrouvez votre obsession du cercle. Mais j'aimerais terminer en vous faisant entendre une voix amie. Salut Boris, c'est vraiment un plaisir de danser avec toi depuis presque une dizaine d'années bientôt. Je crois que la question qui m'inquiète presque depuis qu'on se connaît, c'est est-ce que tu trouves un temps pour arrêter? Parce que, et c'était déjà la question qu'on t'avait posée à propos de ton association qui s'appelle Terrain et ton imagination d'avoir un espace, un centre de danse qui serait sans mur et sans toit. Et tu avais commencé par penser une espèce d'activité permanente qui permettrait d'assurer que la maison tienne debout, etc. Et je me dis, mais il est où le temps du repos, Boris Charmatz? Alors, je ne sais pas si vous allez trouver le temps du repos pendant ce festival, mais est-ce que vous reconnaissez cette voix et est-ce que vous pouvez la présenter avant de répondre à sa question, s'il vous plaît? Oui, je reconnais bien sûr cette voix. C'est la voix d'Emma Biget, c'est une philosophe, danseuse, spécialiste du contact improvisation au départ, mais aussi normalienne, philosophe incroyable. Et elle ne rate aucune occasion de rouler par terre. Voilà, c'est quelqu'une qui serait pas devant vous comme moi avec un micro, une chaise et une chemise noire, mais qui serait dans une tenue improbable, certainement assise sur le podium, voire par terre, parce qu'elle refuse de s'asseoir comme ça. Elle va participer au Café des Idées avec nous, avec Patrick Boucheron et avec Elisabeth Diller, l'architecte du futur Pina Bausch Zentrum à Wuppertal. Donc je suis ravi. Et c'est quelqu'un de très important qui a écrit ce livre Mouvementement que je vous recommande, mais c'est aussi quelqu'un à rencontrer à Alpaguet si jamais vous la voyez dans les rues d'Avignon, parce que on apprend énormément en étant juste à son contact. Merci Boris Charmatz. Cercle du 29 juin au 1er juillet de 18h à 21h pendant 3 jours seulement, 3 heures durant, et c'est une entrée libre. Liberté Cathédrale du 5 au 9 juillet, durée moins de 2 heures, 1h45, et toujours au stade de Bagatelle. Merci Boris Charmatz et à très bientôt. Merci à vous d'avoir été si nombreux et nombreuses ce matin, et à demain, peut-être pour certains, certaines.